notre rendez-vous de la filière de sécurité. Ce matin, on va donc parler cyber et terrorisme avec notre invité, M. Jean-Paul Laborde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur du Centre d'expertise lutte contre le terrorisme, titulaire de la chaire cyberdéfense et cybersécurité. Vous êtes également ancien sous-secrétaire général de l'ONU. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit pour parler à la fois cyber et terrorisme. Peut-être qu'il serait intéressant pour les gens qui nous suivent de revenir déjà sur le champ lexical, sur cette définition, cyber-djihadisme, cyber et terrorisme. Concrètement, de quoi on parle? Concrètement, on parle tout d'abord de l'utilisation de l'Internet par les terroristes. Ça, c'est un point. Et ça n'est pas du cyberterrorisme. C'est de l'utilisation d'Internet par les terroristes pour des questions de propagande, pour des questions de recrutement, comme l'a toujours fait Daesh. Bon, maintenant, la source se tarit, mais il n'empêche que c'est comme ça que ça se passe. Et ça continue à se passer comme ça. La source se tarit, certes, mais cette organisation devient une organisation souterraine, underground. Et donc, à partir de ce moment-là, on va retrouver cette capacité certaine à continuer à essayer de recruter. Bien, ça, c'est l'utilisation de l'Internet pour le prosélytisme, pour le recrutement. Mais il y avait aussi un troisième point, c'est l'utilisation d'Internet pour l'appel à mettre en place des attaques terroristes. Tout ça n'est pas du cyberterrorisme. Deuxième utilisation également, c'est comment dirais-je, de tous ces outils du net et du web, c'est pour le financement. Le quatrième élément d'utilisation, c'est le dark web. Bon. Pareil, pour faire des opérations financières, etc. Et dans ce cadre-là, je dirais, on dérive déjà, dans ce cadre-là, dark web et financement, les liens avec la criminalité transnationale organisée. On n'est toujours pas dans le cyberterrorisme. Alors finalement, ce cyberterrorisme... Alors qu'est-ce que c'est le cyberterrorisme? Ça serait faire des attaques cyber et à travers ces attaques cyber, provoquer une attaque terroriste. Qu'est-ce qu'une attaque terroriste? C'est une infraction dans le but d'intimider la population générale et ou de contraindre le gouvernement à faire ou ne pas faire quelque chose. Est-ce que c'est une menace qu'il faut... ah oui, est-ce qu'il faut la relativiser ou est-ce qu'au contraire il faut vraiment y être très attentif? Il faut y être attentif. L'étape d'après. Alors il faut y être attentif. D'abord parce que les attaques cyber, comme on l'a vu quand on est allé au Forum international sur la cybersécurité à Lille, très bien organisé comme vous le savez par la gendarmerie et d'autres acteurs, CEIS, on voit très bien que les attaques peuvent être possibles. Comme elles sont possibles, la criminalité organisée pour faire de l'argent, elles doivent être possibles pour des organisations terroristes. Mais pour l'instant, le niveau de sophistication est suffisamment élevé, pour l'instant, pour qu'il n'ait pas encore accès aux outils qui permettent non pas une cyberattaque pour gagner de l'argent, pour faire du hijacking, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est du crime organisé. Pour passer au terrorisme, il faut aller travailler sur les systèmes et les faire exploser, entre guillemets, ou les mettre à zéro, ou les mettre par terre. Et puis aussi, retenez le mot, donc, intimider la population générale. Donc, cyber pour avoir de l'argent, oui. Cyber pour influencer des choses, oui. Cyber pour des attaques létales, beaucoup plus compliquées, parce que les systèmes qu'ils ont en face sont beaucoup plus sophistiqués. Voilà. Si on revient sur ce que vous évoquiez précédemment, sur notamment les contenus illicites à caractère terroriste en ligne, il y a des règlements européens, notamment, qui donc relatifs à la prévention de la diffusion en ligne. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce règlement? Est-ce qu'on parle notamment de retirer les contenus en ligne dans un délai d'1 heure après leur signalement? Est-ce que pour vous c'est une mesure qui est efficace? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que finalement, on sait très bien qu'ils vont apparaître, on va les retirer, ils vont réapparaître sur un autre site ailleurs? Est-ce que c'est pas une chaîne sans fin? D'abord, il faut dire que le règlement européen, c'est un aboutissement, c'est pas un début. C'est-à-dire qu'en France, on a la loi sur le renseignement intérieur de 2015 qui nous donne tous les éléments nécessaires, puis les lois successives en matière pénale qui permettent aux autorités judiciaires et à la DGSI ou à la Direction générale de la sécurité intérieure ou à d'autres Direction centrale de la police judiciaire, etc., de travailler. Donc nous, on est équipés.
Les Britanniques sont très bien équipés également. J'ai eu l'occasion de visiter leur centre de suppression de messages. C'était vraiment, ça arrive très vite, ils le font très bien. Les Allemands sont pas mal équipés. Si vous voulez, les États qui ont fait l'objet d'attaques terroristes, en principe, sont assez bien équipés. La question est qu'il faut avoir un règlement européen pour arriver à couvrir la totalité des États de l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas un maillon faible. Voilà l'histoire. Et qu'on ne puisse pas se raccrocher à un site qui soit de notre pays. Donc de ce côté-là, le règlement est une innovation. Pour nous, non. Pour d'autres de l'Union européenne, oui. Voilà, et pour uniformiser la législation, c'est nécessaire effectivement d'avoir ce genre de règlement. Alors, vous avez posé la question, un site se ferme, un autre s'ouvre. On les suit. Au-delà de l'Europe, il y a évidemment l'international. On Oui. sait qu'il n'y a pas de frontières, que ce soit en Oui. terrorisme ou en cyber, les deux sujets d'aujourd'hui. Oui. Vous appelez à plus de coopération internationale en matière pénale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien. Qu'est-ce que vous attendez? On veut arrêter les terroristes, ou les organisations terroristes plus exactement, telles qu'Al-Qaïda, AGNI, c'est-à-dire donc Al-Qaïda au Maghreb, voilà, Boko Haram, Daesh et Taliban et les autres, toutes celles qui sont listées par des résolutions de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. On veut les arrêter, on veut les bloquer. On veut les bloquer sur le plan, ici, sur le plan de la diffusion des messages. Par exemple, bien. Ça, c'est le premier point. Sur le plan de la diffusion des messages, on a toute une série de résolutions de l'ONU qui sont déjà en place. Donc, il n'y a plus qu'à mettre en place des législations. Puis après, la mise en œuvre. Il y a 3 étapes. Mais pourquoi pourquoi demande-t-on aux organisations internationales de travailler? Parce qu'on a besoin d'avoir des législations, je dirais, à l'unisson, qui soient compatibles. Alors, je vais vous expliquer quelque chose qui est extrêmement important, c'est que pour qu'on puisse faire de la coopération en matière de renseignement, non. Mais en matière judiciaire, c'est-à-dire pour arriver quand même à l'attribution et à casser l'immunité, il faut absolument que l'on ait des législations qui résonnent ensemble sur les mêmes ondes. Sur la cyber, quel est l'instrument que nous avons? Nous n'avons que la Convention de Budapest. Il n'y en a pas d'autre pour l'instant. La Convention de Budapest, alors certains vous diront qu'elle est ancienne. Certes, elle est ancienne, mais les gens du Conseil de l'Europe qui travaillent sur la Convention de Budapest, ils ne se sont pas arrêtés. D'abord, ils ont fait un protocole sur la haine raciale, sur tous les contenus haineux. Ça, celui-là, il est fait, et il est en marche. Et puis ensuite, ils sont en train de faire un protocole, moi j'y participe je participe à cette confection, un protocole justement pour accélérer la coopération, c'est-à-dire que les juges ou les procureurs pourront aller chercher directement dans les serveurs de notre pays. Ça, c'est intéressant. Et enfin, ce qui est encore plus intéressant pour la Convention de Budapest, c'est que bien qu'elle soit une convention du Conseil de l'Europe, elle est ouverte à la signature pour tous les États de la planète. D'accord? Donc voilà sur le plan législation. Une fois qu'on a ces outils-là, on peut mettre en œuvre. Mais tant qu'on n'a pas ces outils-là, on est bloqué. Pour conclure, si ces petits groupes de criminalité organisée, qui ne sont pas des criminalités mafieuses au sens des grands groupes structurés, mais des groupes de 3 ou 4 personnes dont viennent souvent les djihadistes français, ils ne sont pas encore en état de faire de la criminalité cyber qui provoque des actes de terrorisme. Bon. On a dit qu'ils font effectivement, qu'ils passent des messages sur Internet, qu'ils font des contenus, qu'ils font du financement, mais le cyberterrorisme au sens strict tel que nous devons le concevoir, non. Il n'est pas là, il n'y est pas encore, mais il faut rester très vigilant. Merci beaucoup, Jean-Paul Laborde, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Au revoir.